Je suis Philippe Cabon, le directeur de l'expertise sociale et RH du groupe Baker Tilly Strego. Et donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire qui va être présenté par Frédéric Laury, en haut de l'écran, et Stéphanie Loison au milieu. Voilà. Nous allons commencer ce webinaire. Alors, je vais faire défiler le PowerPoint. Donc, le sommaire, je vais vous présenter Frédéric et Stéphanie. Ensuite, elles vous présenteront les règles de l'activité partielle et ses impacts, les enjeux du dispositif. De ces contraintes d'activité partielle, il est souhaitable d'en faire de réelles opportunités. Et puis enfin, être proactif face aux litiges éventuels. Voilà, il y a toujours un petit temps de latence sur le passage des slides. Donc Frédéric Laury et Stéphanie Loison sont managers expertise RH et sociale, et elles pilotent notamment les chargés de mission ressources humaines et les consultants ressources humaines. Et dans le cadre de ce confinement que nous avons pu vivre en finale tous ensemble, chacun chez soi, elles ont piloté une task force pour gérer l'indemnisation du chômage partiel. Et à ce titre-là, je crois que vous avez réalisé plus de 2000 indemnisations partielles. Elles ont capitalisé sur cette expérience pour effectivement vous présenter ce webinaire et vous présenter également l'offre de services que nous pouvons mettre en œuvre pour vous accompagner. Voilà, donc je vais donner la parole à Stéphanie. À toi, Stéphanie. Merci Philippe, bonjour à tous. Dans ce webinaire, en fait, nous avons pour objectif de vous sensibiliser sur l'importance des règles imposées par le législateur dans le cadre de l'activité partielle qui a été liée à la crise sanitaire et surtout dans le but de limiter les risques administratifs, financiers ou prud'homaux. Nous allons également vous apporter des solutions pour sécuriser vos pratiques. Mais avant cela, on va faire un bref rappel du contexte parce que le contexte que nous avons passé s'impose. Alors, la mise en confinement très soudaine du 16 mars dernier a vu l'avalanche d'ordonnances et de décrets. Et ces avalanches et décrets ont changé temporairement deux thématiques, en fait. Le process de l'activité partielle et le traitement des absences en paye. Alors, rapidement, en ce qui concerne le process de l'activité partielle, brièvement, les changements liés à la situation Covid, eh bien, les demandes d'autorisation d'activité partielle à faire auprès des directs ont été autorisées dans un délai de 30 jours après le placement en activité. Avant, elles devaient être préalables à cette activité partielle. Ensuite, l'allocation minimum a été revalorisée à 8,03 de l'heure. Et enfin, notons également que l'accès à l'activité partielle a été autorisé pour certains salariés comme les VRP ou les salariés en forfait heure ou jour sur l'année qui auparavant ne pouvaient. Alors, j'ai l'impression qu'on a des problèmes techniques. On a une coupure. Oui, il y a une déconnexion. Alors, Stéphanie revient. Désolé. Je peux peut-être prendre le relais du coup pour continuer en attendant de récupérer. Oui, c'est ce que j'allais. Voilà, c'est pas toujours facile. Proposer. Stéphanie, alors, les problèmes techniques toujours et encore. Alors, je ne sais pas où ça a coupé dans ce que je vous disais, mais nous avons effectivement connu beaucoup de modifications. Est-ce que tu peux reprendre ? En ce qui concerne les modifications sur le traitement des absences et du process de l'activité partielle. Alors, on vous l'a fait
courte. On a été autorisé à faire les demandes d'autorisation au niveau du process d'activité partielle dans un délai de 30 jours, alors qu'auparavant, on devait les faire antérieurement à l'activité partielle. L'allocation minimum a été revalorisée à 8,03 et l'activité partielle a été ouverte à certains types de salariés comme les VRP ou les forfaits heures ou jours, alors qu'avant, l'entreprise devait être complètement fermée pour qu'ils puissent bénéficier de l'activité partielle. Ces modifications sont en vigueur pour l'instant jusqu'au 30 septembre, mais nous sommes toujours dans l'attente de la parution d'un décret pour éventuellement les reporter d'un mois. Autre changement temporaire mais très complexe que nous allons vous détailler, ce sont les traitements en paye des arrêts maladie, qu'ils soient classiques, liés au Covid et même dérogatoires. Et enfin, les bases de cotisation du régime prévoyance qui ont vu prendre un aspect différent des autres cotisations en paye. Donc, nous aborderons plus en détail dans ce webinaire comment éviter tous les risques encourus face à cette situation VICA, donc volatile, incertaine, complexe et ambiguë, qui peuvent devenir des opportunités pour construire la vision de l'entreprise de demain. Alors, je passe la parole à Frédéric. Les enjeux importants pour sécuriser l'activité partielle. Tout à fait. Merci Stéphanie. Eh bien, tout d'abord, une prise de recul grâce à un diagnostic sur l'activité partielle peut sécuriser cette période dite VICA. Il convient, à notre sens, de retenir 3 points importants qui pourraient faire l'objet d'une remise en cause, voire même d'une régularisation de l'activité partielle. Ces 3 thématiques sont les suivantes. Le respect du formalisme lié à l'activité partielle, la retranscription de cette activité partielle dans le bulletin de salaire et bien sûr la cohérence entre les bulletins de salaire et les demandes d'indemnisation qui ont été réalisées sur le site de l'ASP. Décomposons maintenant ces 3 points, point par point. En ce qui concerne le respect du formalisme exigé par le législateur, on peut évoquer, voilà, un petit temps de décalage, on peut évoquer ici en premier lieu vos obligations en tant qu'employeur. Au niveau de la mise en place de l'activité partielle, vous devez donc informer vos salariés de ce nouveau dispositif, mais surtout, vous devez garder une traçabilité écrite de la communication que vous avez pu leur faire et donc de préciser la date et les conditions de la mise en placement de tout ou partie du personnel en activité partielle. Tout comme l'affichage des consignes sanitaires est devenu obligatoire, la mise à jour également de votre document unique d'évaluation des risques doit être également réalisée. Je vais vous donner par exemple quelques exemples. Ça va concerner le nettoyage des équipements partagés, voire les accès aux vestiaires et éventuellement quelles sont les consignes à suivre lorsqu'une personne est contaminée au sein de l'entreprise. De plus, depuis le déconfinement, vous devez mettre à disposition auprès de votre personnel masques et gel hydroalcoolique. Des mesures de prise en charge ont pu être faites par la CPAM, mais bien sûr, les fonds ont été taris très vite. Sachez toutefois qu'en fonction de votre activité, les caisses de prévoyance peuvent vous octroyer des aides supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à revenir vers vos caisses de prévoyance pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce sujet. Pour en revenir maintenant à notre sujet principal, il faut également la nomination d'un référent Covid au sein de votre entreprise, et ce, quel que soit votre effectif. De plus, si vous avez mis en place le maintien d'un salaire supérieur aux conditions légales ou conventionnelles durant la période d'activité partielle, vous devez avoir procédé à la rédaction d'une décision unilatérale de l'employeur. Donc, c'est un exemplaire écrit que vous avez dû remettre auprès de chaque salarié, mentionnant toutes les conditions requises concernant ce maintien de salaire. Et vous devez avoir
bien sûr, garder un exemplaire écrit de la remise de cette décision à chaque salarié. Enfin, si votre entreprise dispose d'un règlement intérieur, vous devez également le mettre à jour des dispositions sanitaires et des nouvelles organisations mises en place au sein de votre entreprise afin de pouvoir les rendre opposables aux salariés en cas de non-respect. Mais dis-moi Stéphanie, si j'ai un CSE, est-ce que j'ai d'autres obligations ? Oh oui, on sait bien que la relation employeur-CSE est primordiale et qu'il ne faut surtout pas les oublier. Tout comme vous l'avez fait auprès de vos salariés, vous devez pouvoir justifier de la consultation et de l'information des membres du CSE de la date et des conditions du placement du personnel en activité partielle. L'avis favorable d'ailleurs du CSE devait être jointe à votre demande d'autorisation d'activité partielle. Ou si vous n'avez pas pu la joindre à cause du site, de toute façon, elle vous sera demandée en cas de contrôle. D'où l'importance d'être à jour dans vos élections CSE. Et pour petit rappel, pour votre sécurité, si les élections n'étaient pas faites ou si elles ont été interrompues par la période Covid, normalement, vous aviez jusqu'au 31 août pour vous mettre en conformité. Donc, reprenez vite les démarches. Enfin, l'information doit aussi être faite aux membres du CSE si, en tant qu'employeur, vous avez mis en place une décision unilatérale pour donc, comme vous l'a dit Frédéric, maintenir des conditions de maintien de salaire supérieures au conventionnel ou au légal. Et également pour la mise à jour du règlement intérieur. Donc, le risque d'un défaut de procédure au niveau de vos obligations employeurs peut malheureusement remettre en cause le dispositif d'activité partielle. Donc, les conséquences ne sont pas à négliger. Maintenant que nous avons exposé en détail les obligations employeurs par rapport à l'activité partielle, Frédéric va nous en dire plus par rapport au formalisme de cette demande d'autorisation. Tout à fait. Eh bien, maintenant, nous allons vous expliquer le formalisme qui concerne la demande d'activité partielle. C'est un autre point important de ce chapitre, puisque le formalisme demandait une déclaration préalable auprès de la directe, mais ce formalisme était plutôt rigide sur le site de l'ASP. Comme a pu vous l'expliquer Stéphanie en début de webinaire, l'activité partielle pendant la crise sanitaire a connu beaucoup d'évolutions et nous avons dû nous y adapter. Mais pas que, le législateur également, puisque le gouvernement a tellement connu une grosse ampleur de connexion sur son site, il a vite été saturé et des délais supplémentaires ont donc été octroyés pour réaliser ces démarches. À l'heure actuelle, ce délai est toujours valable. Nous avons 30 jours à partir de la mise en activité partielle pour réaliser ce démarche auprès du site de l'ASP. Pour remplir la déclaration d'autorisation préalable, il y avait un bon nombre également de questionnements ou de cases à cocher sur le site. Tout d'abord, on va en venir surtout aux motifs. Le fait le législateur nous a imposé de fermer nos entreprises à une date précise. Donc, bien sûr, le motif principal pour beaucoup d'entre nous a été la fermeture administrative. Mais pour les entreprises dont l'activité pouvait continuer à ouvrir, eh bien, il fallait expliquer la situation de votre entreprise, quitte à joindre des pièces justificatives à l'appui de votre demande, bien sûr, tout en restant dans le motif du coronavirus. Malgré tout, il faut être vigilant, car compte tenu du nombre important de demandes que la directe a pu recevoir, ils ont procédé à des accords tacites pour gagner en temps. Ce qui veut dire qu'à tout moment, lors d'un contrôle, la directe peut remettre en cause cet accord et notamment en cas de fraude avérée. Comme vous l'a précisé Stéphanie, une remise en cause de l'activité partielle entraînerait non seulement le remboursement des allocations perçues par l'entreprise, mais également ses réintégrations à paye et donc forcément à cotisation sociale. De plus, l'entreprise se verrait interdite de bénéficier des aides publiques pendant 5 ans
en matière d'emploi ou de formation professionnelle. Et envisageons le pire des cas, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. L'indication de la fermeture totale ou partielle peut avoir également interpellé l'administration. Comme vous avez pu vous en apercevoir, ils ont lancé les premiers contrôles dans certains secteurs d'activité qui auraient pu, selon eux, continuer à travailler. Ils ont pensé en tout premier lieu au secteur tertiaire et au bâtiment. Je vais vous donner par exemple une situation que nous avons pu vivre avec certains clients. Nous avons vu des holdings qui étaient partiellement fermés et où la population administrative est donc très présente et où le télétravail était possible. Eh bien, ils se sont vus tout simplement demander par l'administration de fournir un détail nominatif du temps de travail hebdomadaire. Et certaines se sont même vues devoir rembourser les allocations auprès du gouvernement, tout simplement parce que la population n'était pas éligible à l'activité partielle. Ce qui ne veut pas dire qu'on va être systématiquement en fraude. L'administration considère le droit à l'erreur. N'omettons pas que c'est une première vague de contrôle. L'activité partielle peut continuer à être contrôlée dans un délai de 3 ans. Il va donc être important de garder tout justificatif à sa portée et de faire très attention à ce qui pourra être dit ou donné, puisque de toute façon, l'administration a possibilité également de questionner les salariés. Au dernier rapport parlementaire, d'ailleurs, les directs auront pour consigne de cibler désormais leurs actions sur le dépôt des demandes d'indemnisation tardive, voire même les régularisations tardives. Stéphanie, maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment traiter l'activité partielle sur le bulletin de salaire? Oui, alors en ce qui concerne la retranscription de l'activité partielle sur le bulletin, là encore, nous avons connu quelques rebondissements notables en matière de gestion de la paye. Parfois, les décrets sont même parus après l'établissement des bulletins, d'où la nécessité de faire des régularisations les mois suivants. Et pour beaucoup d'entre nous, le traitement de l'activité partielle était nouveau et donc méconnu. De toute façon, le principe ayant été modifié, on apprenait tous à traiter l'activité partielle. Nous, avec Frédéric, nous avons initié un contrôle interne de nos bulletins de salaire, tellement les changements de calcul ont été conséquents pendant cette période si particulière. Nous avons presque dû oublier nos automatismes et savoir appliquer les nouvelles règles de calcul. Alors, la base de congés payés que tous les gestionnaires de paye connaissent nous a posé plus d'une problématique et nous avons dû répondre à de nombreux doutes de la part de nos gestionnaires de paye. En effet, pour calculer le taux horaire des allocations versées aux salariés, il fallait bien faire la distinction entre les montants du brut qui entrent dans cette base congé et ceux qui n'étaient pas liés au travail. Donc, il est vraiment essentiel aujourd'hui de maîtriser les montants du brut pour savoir si les taux horaires d'absence pour l'activité partielle ou même pour une maladie et les taux horaires d'indemnisation sont corrects. Attention aussi au traitement de l'allocation d'activité partielle pour les apprentis et les contrats de professionnalisation qui étaient différents des autres salariés. En effet, pour eux, si leur salaire était inférieur au SMIC, alors on devait leur verser une allocation équivalente à leur taux horaire brut contractuel et donc non réduite, ce qui devait permettre en fait à minima leur maintien de salaire. Alors ça c'est pour les taux horaires et maintenant Frédéric va vous parler des incidences des nombreux arrêts maladie et du maintien de salaire sur le traitement de la paye. En effet, Stéphanie, là encore, un contrôle est conseillé compte tenu du nombre considérable des arrêts de travail qui ont été rédigés et surtout de leurs différences de traitement, selon qu'ils soient pour maladie classique, Covid, cas contact, garde d'enfants, risque, salariés à risque. Bah oui, comme vous avez pu le voir, la crise sanitaire a aussi vu apparaître de nouveaux motifs d'arrêt de travail.
Et pour finir de complexifier les calculs, le législateur est venu à plusieurs reprises procéder à des modifications durant la période. À moins que les logiciels aient pu se mettre à jour, comme vous l'a précisé Stéphanie, il a encore fallu oublier nos automatismes, notamment concernant la carence employeur sur les arrêts maladie. Eh bien, même si vous n'êtes pas contrôlé par la directe, le salarié a été complètement perdu dans la lecture de son bulletin de salaire et a suscité de nombreuses interrogations auprès de vous pour chercher à le comprendre. Avec du recul, pour pouvoir plus facilement et ultérieurement répondre aux questionnements de vos salariés, voire au contrôle également de l'administration, il est donc opportun de garder la traçabilité des calculs qui ont été réalisés. Une autre particularité liée à la crise sanitaire, comme vous l'a précisé également Stéphanie en début de webinaire, c'est également la réintégration des allocations dans les bases de prévoyance pour le maintien des droits du salarié. Cela implique à nouveau des régularisations sur les bulletins de salaire et il est donc important de procéder au contrôle des bases déclarées non seulement sur les bulletins, mais aussi dans vos DSN. Oui, un autre axe aussi important à contrôler, c'est la cohérence des plannings des salariés avec les heures indemnisées notées sur le bulletin de salaire. Vous devez avoir un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour et par chaque salarié, et ce décompte doit être effectué par tout moyen, qu'il soit manuel, informatique ou automatique. Mais c'est une obligation d'avoir ce décompte en votre possession. Lors des contrôles actuellement effectués donc par la directe, ils demandent de plus en plus effectivement le suivi de ce temps de travail des salariés, notamment placés en activité partielle. Ils contrôlent souvent les fonctions administratives qui auraient eu la possibilité de télétravailler. Et le défaut de suivi de temps de travail des salariés pourrait tout simplement remettre en cause l'activité partielle, puisque vous n'avez aucune preuve que ces salariés n'ont pas travaillé. Les points aussi contrôlés sont aussi suite à des doutes de l'administration ou de la dénonciation de la part de salariés. Il a été vu sur beaucoup de sites du gouvernement un appel à la dénonciation, puisque certains salariés pouvaient se connecter à distance, par exemple, ou aller travailler, alors que sur leur bulletin, ils découvraient tout simplement des heures d'activité partielle. Ou alors, ils étaient en congé. On leur posait des congés, ils étaient déclarés en activité partielle. Donc, le suivi du temps de travail est vraiment quelque chose de très important qui vous sera demandé par la directe. Et enfin, le manque de suivi du temps de travail peut tout simplement, hormis le fait d'être en activité partielle, engendrer d'autres problématiques sociales ou prud'homales. Nous n'avons plus le support à l'écran, mais on va continuer quand même sur les demandes d'indemnisation. Il doit forcément y avoir une cohérence entre les indemnités portées sur les bulletins, cette fois-ci, et celles demandées au remboursement sur les demandes d'indemnisation auprès de l'ASP. Par contre, la complexité résidait dans la différence de périodicité. Les bulletins de salaire sont évidemment en mois entiers, alors que les demandes d'indemnisation sont sur des semaines civiles entières. Par exemple, sur ce mois de septembre, les DI vont se faire du 31 août au 4 octobre. Donc, vous voyez, forcément, on ne retrouve pas le même nombre d'heures et ni le même montant de remboursement entre les journaux de paye mensuels et les demandes d'indemnisation. Par conséquent, un rapprochement par période plus large que le mois est nécessaire pour s'assurer de la cohérence entre les deux. D'autant que pour certaines professions, la durée du temps de travail est supérieure à la durée légale de 35 heures. Prenons les HTR, par exemple, qui sont à 39 heures, ou certains salariés, même d'autres entreprises, qui pourraient être sous convention individuelle de forfait heures. Et pour ces exemples, les heures supplémentaires pouvaient être prises en compte
dans l'activité partielle. Donc, elles peuvent être indemnisées pour le salarié et remboursées à l'employeur. Par contre, sur le site ASP, on ne peut toujours pas déclarer plus de 35 heures hebdomadaires d'activité partielle. Donc, il faut faire un produit en croix, tout simplement de manière manuelle, en recalculant le taux horaire majoré, donc, à indiquer sur la demande d'indemnisation. Et évidemment, on vous invite à conserver le justificatif de vos calculs concernant ces taux horaires. Et enfin, pour ne pas qu'on s'ennuie, mais évidemment surtout pour limiter le recours à l'activité partielle, depuis le 1er juin, notre législateur a modifié le montant des allocations remboursées aux employeurs. De fait, selon votre secteur d'activité, vous pouvez éventuellement rester à 70%, mais dans la majorité des cas, vous allez être indemnisé uniquement à 60%. Alors qu'on vous rappelle que le maintien sur le bulletin de salaire du salarié reste, lui, à 70%. Donc, un reste à charge, on va dire, pour vous, uniquement si vos salariés sont rémunérés au-delà de 11,47 € brut de l'heure, vous avez un reste à charge. Donc, une fois de plus, nous savons que l'administration procède à la vérification des taux d'indemnisation demandés et parfois notamment même sur les taux horaires relativement hauts. Maintenant, Frédéric, avec une prise de recul sur cette période, quelle est ta vision de ses conséquences sur un avenir proche? Eh bien, Stéphanie, je te répondrai si nous faisions de toutes ces contraintes de réelles opportunités. La crise sanitaire et l'activité partielle ont contraint subitement à arrêter les entreprises telles qui pratiquaient leur activité depuis longtemps et par habitude. Mais le vécu de cette période inédite a également ouvert une opportunité aux entreprises de changer leur manière de travailler. Durant cette période, le télétravail, bien sûr quand il était possible, était de rigueur. Le management des équipes a pris une autre dimension. Parfois même, on a dû ouvrir des activités annexes pour pouvoir s'en sortir ou demander à certains salariés d'être polyvalents sur des postes inoccupés à cause d'arrêt de travail. Mais n'est-ce pas l'occasion de rebondir ou de profiter de cette situation pour réfléchir à demain? De prendre conscience que le digital devient une nécessité dans nos activités et nous permettre de continuer à produire, que la confiance que l'on témoigne à nos salariés en télétravail est tout simplement essentielle et qu'il faut probablement adapter notre management à ces situations à distance. Le contexte économique actuel tel que nous vivons, malgré le fait qu'il faut que nous fassions désormais bon gré mal gré de vivre avec la Covid-19, est toutefois propice à l'embauche. Le gouvernement n'a jamais ouvert l'accès à autant d'aides pour relancer le plan de continuité d'activité et donc pérenniser l'activité des entreprises. C'est peut-être aussi l'occasion de prendre un temps d'avance sur la réflexion de l'organisation du temps de travail au sein de votre entreprise. Revoir les accords de télétravail, créer peut-être de nouvelles activités, former vos salariés grâce au plan de développement des compétences et tout simplement voir une réflexion sur l'activité partielle de longue durée. Eh bien, Stéphanie, je pense que nous avons fait un tour complet sur l'activité partielle et maintenant, je te propose de conclure avec Philippe ce webinaire et bien sûr de répondre à vos questions. Oui, alors désolé là pour ces petits problèmes techniques. Ça fait partie de ce qui met comme épice dans un webinaire. Donc je ne sais pas si vous avez vu tous les slides. Je te laisse enchaîner, Stéphanie. Je crois que tu avais une conclusion. Oui, tout à fait. Pour conclure, justement, il s'agit, à notre sens, d'être proactif face à cette situation qui semble malheureusement perdurer et pendant laquelle toutes les bases du travail en entreprise sont perturbées. Il faut également être proactif face à un litige éventuel, qu'il vienne de l'administration
ou des salariés. Donc, ne pas attendre les doigts croisés, mais agir en préventif face à ces risques. Donc, les risques, comme on vous les a précédemment exposés, c'est le formalisme tout d'abord de l'activité partielle, c'est le traitement de la paye et toutes ses conséquences, et en troisième point, donc la cohérence des demandes d'indemnisation avec les plannings et avec les bulletins. Donc, compte tenu de l'expérience que nous avons pu vivre avec Frédéric, nous avons mis au point au sein de Baker Tilly Strego des moyens de contrôle pour faire un diagnostic du traitement de l'activité partielle. Donc, ce diagnostic, nous l'avons fait en interne pour sécuriser les dossiers de nos clients, évidemment, et nous ne pouvons que vous le conseiller si vous traitez vos bulletins en interne ou si vous avez été autonome sur les diverses démarches de l'activité partielle. Donc, cet accompagnement, il est modulable en 3 parties, formalisme, technicité de paye et cohérence, bien évidemment, des bulletins. Il est aussi très important de s'assurer des bonnes pratiques appliquées avant une éventuelle nouvelle autre demande d'activité partielle, qu'elle soit de droit commun ou de longue durée. Vos gestionnaires de paye, tout comme les nôtres, ont peut-être besoin d'actualiser ou de confirmer simplement leurs connaissances et nous pouvons également les accompagner sur ce domaine pour sécuriser vos pratiques. Cela peut se traduire simplement par de la formation interne qui peut être financée par votre OPCO au titre du plan de développement des compétences. Juste pour information, les OPCO ayant débloqué beaucoup de fonds jusqu'au 31 décembre, n'hésitez pas à les solliciter. Et là encore, nous, un partenaire peut vous accompagner dans la recherche de ces financements. Et après cette période Covid, vous pouvez aussi, pour guider votre réflexion sur la stratégie que vous souhaitez donner à votre entreprise, vous appuyez sur un diagnostic RH. Le diag RH que nous faisons, nous évalue à l'instant T votre politique de rémunération, votre dialogue social, vos obligations employeurs et vos mesures mises en place pour assurer la santé et sécurité de vos salariés. Donc, il vaut mieux toujours être au courant de ce que nous faisons de bien ou d'incorrect, plutôt d'attendre en courbant le dos ou faire la politique de l'autruche. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos accompagnements, osez nous les demander. Vous allez avoir nos adresses mail, bien évidemment, sur le support. Merci à tous. Et puis, nous attendons vos questions. Alors, merci Stéphanie et Frédéric. Ça a été très, très clair. Pour un premier webinaire, bravo mesdames, c'était parfait. On a une première question. Donc, sachez que vous avez un chat, je pense, sur le côté droit de votre écran. N'hésitez pas à poser des questions. On a une première question. Compte tenu des contrôles qu'on a déjà pu rencontrer auprès de nos clients, quelles sont les pièces demandées par les vérificateurs? Est-ce que vous pouvez nous répondre? On a en partie, effectivement, pendant le webinaire répondu. Ça va dépendre parfois des UD. Alors, les UD, c'est les unités départementales de la directe. Chaque UD est vraiment indépendante. Ils ont des grandes consignes générales, mais ils ont chacun leur libre arbitre. Donc, ça peut être parfois très différent d'un département à un autre. Quoi qu'il en soit, ils demandent systématiquement les bulletins de paye. Alors, le pire qu'on ait vu, c'est les 12 mois précédant l'activité partielle pour vraiment tout recontrôler, recalculer. Parfois, ce n'est que les bulletins de salaire de la durée d'activité partielle. Et puis, s'ils ont un doute, ils vont aller demander les plannings et un petit peu plus creuser, voilà, s'ils ont des doutes. Mais en règle générale, ça s'arrête rapidement au contrôle des taux horaires et de la cohérence avec les indemnités demandées. Les contrats de travail aussi sont également demandés assez régulièrement. J'espère avoir répondu à votre question. Question suivante, Philippe? Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Moi, j'ai une petite question. J'ai un salarié qui a du mal à comprendre son indemnisation, puisque, par exemple, lui, il va recevoir une indemnisation dans le cadre de sa caisse primaire d'assurance maladie. Quelle est la position à avoir
par rapport à un salarié qui n'aurait pas compris son bulletin de paye. Comment, j'ai envie de dire, dans ce contexte compliqué, quelle est l'attitude qu'il faut avoir? Est-ce qu'il faut renvoyer à l'État? Est-ce qu'il faut avoir un peu de pédagogie? Parce que, sincèrement, expliquer un bulletin de paye aujourd'hui, c'est un peu compliqué quand même. Ça devient tout à fait compliqué, Philippe, je te le confirme. Nous avons beaucoup de demandes à ce sens. Je pense que ton cas concerne un arrêt maladie parce que tu parlais d'indemnisation Oui, CPA. oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je le dis parce que on l'a vu avec certains clients. Effectivement, il y a eu des périodes où certaines entreprises, entre un arrêt maladie, finalement du chômage partiel, suivant la typologie par rapport aux enfants, etc., il y a pu y avoir différentes informations qui ont été envoyées, notamment à travers la DSN. Voilà, quelle est la pédagogie à avoir auprès du salarié? Parce qu'on voit bien qu'il y a le climat social en ce moment est un peu tendu. Oui, tout à fait. Le climat social est tendu. Alors, en effet, il va falloir user de pédagogie auprès de son salarié et de lui expliquer qu'en effet, il y a eu beaucoup d'évolutions et de changements durant cette période inédite jusqu'à maintenant et que son bulletin de salaire devient en effet compliqué à lire, mais qu'en soi, on peut lui expliquer tout à fait les calculs de son bulletin de salaire en ayant gardé la traçabilité, comme on vous l'expliquait avec Stéphanie, du détail de tous les calculs qui ont pu être réalisés. Il va falloir jongler entre les dispositions conventionnelles et les dispositions légales et puis ensuite lui expliquer. Mais ça sera lors d'un rendez-vous ultérieur, je dirais, pour caler un rendez-vous pour bien vraiment lui expliquer le détail de son bulletin de salaire point par point pour qu'il puisse prendre connaissance de ce qui lui a été appliqué. Très bien, merci Frédéric pour ta réponse. Alors, question très intéressante. Nous sommes à 39 heures par semaine. Le calcul est-il bien fait sur la base de 39 heures? Il y a une petite subtilité. Stéphanie, tu peux peut-être nous en parler? Oui, la subtilité, elle est surtout dans l'activité. Si conventionnellement, votre activité est à 39 heures, il n'y a aucun problème. Vous pouvez indemniser le salarié sur la base de 39 heures et être remboursé sur cette base-là. Si par contre, votre activité conventionnellement est sur la durée légale du travail, alors là, il faut être très vigilant par rapport au contrat de travail que vous avez rédigé, parce que c'est dans le contrat de travail que réside la subtilité et l'accord, ce qui va vous autoriser en fait ou pas à le mettre à 39 heures, à l'indemniser à 39 heures. Il faut vraiment que ce salarié, qu'il soit écrit noir sur blanc, qu'il soit je ne sais pas si vous forfait m'entendez. 39 heures. Oui, on t'entend, Philippe. Oui, donc j'ai posé une question, mais je n'ai pas entendu la réponse. Alors, je ne sais pas si vous y avez répondu. Oui, j'étais en train de finir la réponse. Vraiment, on a un environnement technique complexe. Donc voilà, si votre contrat de travail précise vraiment que votre salarié est en convention de forfait heure, 39 heures sur le mois ou l'année, vous pouvez être indemnisé à hauteur de 39 heures. Par contre, si dans votre contrat de travail, il y a écrit que votre salarié peut être amené à effectuer 4 heures supplémentaires par semaine, ça n'est pas, à notre sens, juridiquement valable et ça peut être retoqué par la directe. C'est ça. Bon. La subtilité parfois juridique. Et c'est là la difficulté. Très bien, merci pour vos réponses. Autre question, comment mettre en place la formation via le FNE? Je crois que c'est un peu compliqué là, cet aspect. Est-ce qu'on peut y répondre aujourd'hui? Alors, c'est assez particulier. Il y a des formalités spécifiques FNE à remplir, mais surtout, il faut que vos salariés fassent évidemment la formation pendant un temps d'activité partielle. Alors, si vous souhaitez qu'on vous renseigne plus là-dessus, vous pourrez nous mettre votre question ou votre cas beaucoup plus précisément par notre adresse mail. Par contre, si tous vos salariés ne sont pas en activité partielle pendant la formation, il faut vraiment que la majorité y soit. Donc, c'est assez particulier comme principe et le financement est pris en charge, effectivement. À 100%. Mais c'est vrai qu'il y a des conditions assez strictes à suivre. Voilà, ça peut être une opportunité, mais pour la mise en œuvre, Oui. il faut vraiment répondre à toutes les conditions.
Autre question, vous avez parlé d'un référent Covid. Quel est son rôle dans le cadre de nos circonstances de Covid? Dans l'entreprise, le référent Covid doit s'assurer que toutes les process et les obligations sanitaires que l'employeur donne à ses salariés, ne serait-ce que de l'affichage. Il va s'assurer aussi que les salariés respectent les consignes sanitaires en termes de port de masque, par exemple, de circulation, en termes de nettoyage de mains, par exemple, si nous sommes dans un restaurant. Voilà, c'est vraiment le référent qui n'a pas de baguette méchante auprès des salariés, mais qui doit s'assurer que toutes les consignes sanitaires sont respectées dans l'entreprise. Très bien. Autre question de Magali. Si nous avons une nouvelle demande de chômage partiel, devons-nous faire une demande nouvelle de DU et pouvons-nous faire un avenant? Stéphanie est déconnectée. Peut-être que Frédéric, tu peux nous répondre. J'ai avenant ou nouvelle demande, c'est bien ça la question? Oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, tout dépend dans quel contexte on va se situer, parce que un avenant doit être réalisé dans les 30 jours qui suivent la fin de la date initiale de la demande d'activité partielle, alors qu'une nouvelle demande sera à faire après ce délai, justement. Tout dépend si c'est toujours dans également le même motif ou si c'est un nouveau motif. Est-ce qu'on est dans un motif lié au coronavirus ou est-ce sur un autre contexte? Voilà, là, la situation, elle est vraiment à étudier et voir également avec son expert comptable. Merci Frédéric pour ta réponse. Une autre question de Nicolas. Vous avez dit que la CPM n'avait plus de fonds pour la prise en charge de la subvention prévention Covid, alors que malgré tout, il est indiqué que les demandes peuvent être envoyées jusqu'au 31 décembre. Qu'est-ce qu'il en est? Alors au niveau des fonds, en effet, quand l'aide exceptionnelle avait été lancée par le gouvernement, elle a été vite tarie. Maintenant, il se peut qu'avec la nouvelle campagne législative et gouvernementale, les nouvelles dispositions, les aides soient de nouveau ouvertes. Mais on a plus principalement les caisses de prévoyance qui sont vraiment présentes auprès des différents secteurs pour donner des conditions autres que la CPMM si jamais il y avait plus de fonds. Voilà, ce que tu dis en filigrane, Frédéric, c'est que effectivement, il faut se rapprocher des différents interlocuteurs qui ont des budgets, et puis ça peut être aussi par le biais de l'expert comptable ou des branches professionnelles. Il peut y avoir des enveloppes qui vont être débloquées, sachant que au départ, par rapport à la CPM, on était sur une action ponctuelle et on voit bien que effectivement la pandémie continue dans le temps et pour le coup, voilà, ça dure. Petite question de Marie-Pierre. Nous n'avons pas établi de décision unilatérale alors que nous avons maintenu un salaire supérieur au légal pendant l'activité partielle. Comment faire pour régulariser a posteriori la DU et la preuve de la remise écrite de la DU aux salariés? Nous disposons des différents PV de CSE extraordinaires. Là, je dirais que ça va être à remettre dans les mains d'un avocat pour essayer de régulariser la situation. Alors, si j'ai bien compris, cette personne dispose d'un CSE et a dû faire certainement l'information. Mais la rédaction de cette décision doit en effet être effective en cas de contrôle de l'URSSAF, notamment, qui pourrait remettre en question la partie soumise à cotisation. Oui, dans notre compréhension, en fait, vous n'avez pas formalisé la DU proprement dit. Il y a eu une négociation avec les représentants du personnel. Donc, effectivement, comme le dit Frédéric, il convient peut-être d'avoir un conseil sur cet aspect-là, puisqu'on n'a peut-être pas tous les éléments. Voilà, une simple question. Il y a peut-être
un environnement spécifique. Quid de l'indemnisation forfait jour? Est-ce que vous pouvez nous rappeler la règle de déclaration sur l'indemnisation forfait jour? Forfait jour, nous avions une limite de 4 fois le SMIC, pouvant pas excéder, alors de mémoire Stéphanie, je crois que c'était 31,98 €. Oui, c'est ça, en taux horaire et 4,5 SMIC. 4,5. Et les forfaits jours, il fallait évidemment les catégorier vraiment au forfait jour sur le site de l'ASP au niveau des demandes d'indemnisation, sachant que pour un forfait jour, on considérait sur l'ASP une journée pour 7 heures, ou 7 heures pour une journée et une demi-journée était comptée à 3h30. Tout à fait. Dernière question, je pense qu'après on va conclure puisqu'on arrive aux 3/4 d'heure d'enregistrement. Alors le référent Covid, apparemment, ça pose beaucoup de questions à nos participants. Le référent Covid, faut-il le proposer aux salariés, d'une part, et est-il obligatoire dans les centres de formation? Alors, vas-y Frédéric. Oui, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit l'effectif, un référent Covid doit être nommé au sein d'une entreprise. Son rôle, comme vous l'a précisé Stéphanie, je ne vais pas revenir dessus, mais il est là en effet pour voir l'application et les conditions les conditions sanitaires mises en place au sein de l'entreprise. Après, oui, le proposer aux salariés, tout à fait. D'accord, très bien. Alors, je regarde, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on nous félicite pour la qualité de l'animation. Merci parce que malgré nos problèmes techniques, c'était compliqué. Je vous indique là dans le slide diffusé que nous avons des webinars à venir, le parcours d'intégration, le diagnostic RH, différentes thématiques. On ne vous met pas de calendrier puisque effectivement, suivant l'actualité, on peut adapter la diffusion de nos webinars. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce webinar et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et surtout, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.